Bonjour, bonsoir à tous, bienvenue pour ce nouvel épisode du Morito Football Club, le seul et unique cocktail de culture foot radiophonique. Pendant l'Euro également, on est là tous les jours, du lundi au vendredi, 17h-18h, pour parler des matchs de la compétition en cours, avec des envoyés spéciaux, des jeux, des pronostics, enfin la totale. Nous avons aujourd'hui Fred, salut Fred. Salut. Nous avons Sergio, salut Sergio. Salut Paolo. Et nous avons Antoine, salut Antoine. Salut les amis. Alors Antoine, on va commencer peut-être par toi, puisque tu as eu la chance d'aller au stade hier. Peut-être que Sergio a aussi vu des matchs, je ne sais pas, ce week-end, non? J'ai le quart de finale Pays de Galles Belgique. Ah, intéressant, donc là ce sera l'envoyé spécial pour ce match-là. Et par contre Antoine, tu as vu le match de l'équipe de France hier. J'étais l'envoyy spécial du Moriteuro. Alors comment ça s'est passé déjà pour avoir des billets, parce que les gens ne le savent pas, mais peut-être pas d'ailleurs. Alors, il y a parfois encore des places en vente pour les matchs. Alors vous savez qu'il y a eu la phase de vente il y a quelques mois par tirage au sort, donc vous faisiez des vœux pour des places, et puis après il y avait par exemple 10 demandes pour une place, on faisait un tirage au sort, et vous en aviez ou vous en aviez pas. Donc comme beaucoup de personnes, j'en ai pas eu. Il y a des copains qui auraient pu en avoir, mais vous connaissiez pas forcément les affiches pour lesquelles vous avez les parce que c'était un petit peu à l'aveuglette. Voilà. Et du coup je m'étais dit tant pis, l'Euro, j'ai pas eu de billets, c'est fini, c'est sympa aussi la télé, mais bon, un peu dommage quand même de rater l'événement. Et jeudi, l'UEFA envoie un mail à tous les gens qui sont dans leur base de données pour dire qu'ils remettent en vente des places. Alors je sais pas d'où sortent ces places bref. En fait, c'est des places qui sont revendues, c'est-à-dire c'est des gens qui avaient pris et les affiches les intéressent pas du coup. Exactement, voilà, c'est peut-être des supporters il y aurait qui aurait des Roumains, voilà. Polonais. Donc du coup, ils avaient des billets à remettre en vente, et là c'était un système, ils disaient à 14h on ouvre la billetterie. Et là c'est je te recoupe, il y a la même chose demain. Voilà, d'accord. Demain, si tu veux des billets pour France-Angleterre, 14h, essaye d'y aller à 13h45 ou 13h40. 13h45, ouais, alors ils ouvrent la file d'attente, on se met dans la file d'attente. Donc ça c'est intéressant, parce qu'il y a une file d'attente sur internet. C'est ça, c'est vraiment c'est pas le gros chaos, non, c'est pas du tout. Non, ça c'est fini les phases où les serveurs étaient plantés pendant 3 quarts d'heure et où tu faisais du refresh. Par contre, t'avais tout, catégorie 4, catégorie 3. Alors moi j'ai attendu 20 minutes, et quand j'arrive, j'avais il restait des places dans la deuxième catégorie la plus chère. C'était un prix que j'étais prêt à mettre. Alors je demande. T'as payé combien si c'est pas c'est 105 € la place. D'accord. Voilà. Et du coup, alors je mets 2 billets, je demande 2 billets. Je me dis mais ça se trouve ils seront pas à côté, parce que peut-être que il reste et puis ils étaient à côté. Je prends vite. Alors j'y croyais absolument pas. Et du coup, jeudi en début d'après-midi, je me suis retrouvé en possession de 2 billets pour voilà. Donc j'ai plus qu'à trouver un collègue pour m'accompagner. Et voilà, le tour. Sachant que l'aller-retour depuis Strasbourg pour un match un dimanche à 15h à Lyon, ça se fait pas mal quoi. Donc voilà, bonne expérience pour toi. Exactement. Voilà. Donc demain, l'info, demain à 14h. Alors moi je voulais pas trop en parler parce que du coup maintenant ça fera plus de monde sur la file d'attente. On donne le tuyau à nos strasbourgeois. Au moins on aura un public de qualité pour exactement. Voilà. Un public qui ne lancera pas des 1000 sons. Moi je pense que si t'es à 13h45, t'es sûr d'en avoir. Je sais pas. Enfin, moi j'y étais, mais effectivement, on verra. Après, ça dépend on verra, effectivement. Alors, la France qui se qualifie, donc vous avez vécu ça hier, 2-1 contre l'Irlande. On va en parler abondamment aujourd'hui. Il y a eu d'autres huitièmes de finale, puisqu'il y a encore deux huitièmes ce soir, mais la presque totalité des huitièmes se sont déroulés déjà. Donc, on a eu Suisse-Pologne, victoire de la Pologne. Je fais rapidement, Portugal qui s'impose contre la Croatie, Pays de Galles qui s'impose contre l'Irlande du Nord, la Belgique qui atomise la Hongrie, l'Allemagne qui bat facilement la Slovaquie, et la France donc qui se qualifie contre l'Irlande. À suivre encore ce soir, Angleterre-Irlande pour l'adversaire de la France, et Italie-Espagne. Angleterre-Islande. Qu'est-ce que j'ai dit? Irlande. Je dis toujours Irlande pour Islande, je les confonds. Pas la même idée. C'est pas la même chose, le même concept. En tout cas, c'est Angleterre-Islande ce soir, et tout à l'heure Italie-Espagne à 18h. Donc si l'Islande passe, en fait, il risque d'y avoir beaucoup de billets en vente. Exactement. C'est possible. Exactement. Mais je pense qu'il y a plus que ça, parce que l'Angleterre, tout le monde avait acheté des billets, comme quoi elle finirait première. Ah oui. Et oui. Qui aurait dû finir deuxième de cette poule? Il y avait la Russie et la Slovaquie. Donc je pense déjà qu'il y a un micmac de billets par rapport à ça. Alors attention, donc soyez prêts demain à 14h sur le site de l'UEFA si vous voulez éventuellement des billets pour France-Angleterre ou France-Islande. C'est à suivre ce soir.
On démarre cette émission et je pense qu'on va y consacrer une bonne partie d'ailleurs sur l'équipe de France qui s'impose 2-1 contre l'Irlande. Évidemment victoire assez difficile puisque l'Irlande menait au score. En deuxième mi-temps c'était plus cool pour la France, mais quand même il termine le match avec un seul but d'écart. Votre sentiment, je pense qu'on va lancer le débat de façon très très libre. Votre sentiment sur ce match, est-ce que la France se qualifie de façon méritée, claire, nette et précise? Enfin je sais pas. Voilà. Mérité, oui. Mérité, oui. Ouais. Après match biaisé quand même, tu vas nous dire, les Français ont joué dimanche, les Irlandais ont joué mercredi. Tu les as pas sentis fatigués à l'heure de jeu? Moi à la télé j'ai vu des mains sur les hanches, des choses comme ça. Alors effectivement, toi de nous dire en vrai. Si bah là, alors après, en plus à 10 après c'est. Ouais. Mais effectivement, par contre le coup d'envoi, on a senti les Français, les gens, le souffle un peu court. Je pense là le rythme a peut-être qu'il faisait aussi un peu chaud et j'ai l'impression Ils étaient pas dans le rythme. Parfois quand on commence le match, au tout début on n'est pas prêt tout de suite, il faut attendre 10 minutes pour trouver un peu le souffle et là on a l'impression que les jambes étaient un peu coupées. Et je pense que c'était pas forcément un avantage pour la France ce temps, cette coupure de 8 jours. Par contre effectivement ils ont dû le payer à partir de leur je pense quand même c'est clair, parce que tu vois Portugal qui était très fatigué, les Hongrois hier qui ont joué mercredi. Après attention, les Irlandais ont pas pu tourner aussi, mais je pense quand même que athlétiquement ça a dû jouer, ils ont voulu ouvrir le score vite, enfin bon ils ont eu cette chance, après ils ont voulu tenir. Et finalement il faisait très chaud, c'était compliqué quand même pour eux. Maintenant ça veut pas dire que la France ils auraient pas battu si jamais, mais je veux dire quand même que l'UEFA devrait revoir ses calendriers parce que en tant que coach 2 jours de récup après 3 matchs en une semaine c'est injouable. C'est compliqué. Et tu le regardes hier, tous ceux qui ont joué mercredi ont galéré. C'est 3 jours exactement. Eux 3 jours, Portugal 2 jours. Il y a pas eu. Puis il y a l'Irlande qui a joué ce match un petit peu pour se qualifier contre l'Italie. Il fallait absolument qu'il gagne, grosse débauche d'énergie. Ça n'enlève rien, la deuxième mi-temps française très bonne. Assez fatigué peut-être en deuxième mi-temps. Bonne deuxième mi-temps de la France. C'est un petit peu cataclysmique et la deuxième très bonne. Ce qu'on peut retenir de façon très schématique, une première mi-temps très difficile. Je sais pas, le stress. Moi t'es pas loin de la sortir. France qui déjoue. Ouais. Loris te fait 2 gros arrêts, je me trompe. Il y a 2 balles, il sort 2 balles de 2-0. Tu le sens comment au stade qui a but pour toi? Non quand même pas, mais c'est surtout la deuxième, là, en tout début de deuxième mi-temps, elle aurait pu faire mal là, parce que là la France revient regonflée avec des bonnes intentions et là si tu t'en prends un, c'est la douche froide. C'est vrai qu'à 2-0 c'est fini quoi. En fait vraiment, par contre à la mi-temps on s'est dit quand même parce qu'on n'avait pas vu grand chose en première mi-temps. On s'est dit en fait là on est en train de sortir quoi. Après, tactiquement, toi tu dois être content. Griezmann quand il est dans l'axe c'est autre chose. Sur un côté c'est impossible pour lui. Je vous le dis depuis des années ça. Et on l'a vu hier, juste passé dans l'axe, il a eu 2 ballons et il a marqué les buts de buteur, il s'était placé comme il fallait. Sur l'aile il est incapable d'éliminer, de faire des différences en 1 contre 1. Et pourquoi Deschamps continue-t-il à l'aligner de cette manière-là finalement alors? Je ne sais pas. C'est une bonne question. Ouais. Après, parfois il joue sur le côté aussi en Espagne. Ouais, mais tous ses buts c'est axial. Si tu regardes la tête de l'Albanie, c'est plus un Pippo Inzaghi dans les déplacements dans la surface avec beaucoup plus de vitesse qu'un Kingsley Coman qui est capable d'éliminer en 1 contre 1. Après faut pas le faire jouer en pointe. C'est ça le truc. Exactement. Faut pas le faire jouer, c'est plus un Djorkaeff ou un 9,5 qui tourne autour de quelqu'un comme il a fait sur. Pour moi c'est plus un Djorkaeff. Du coup tu joues avec 2 attaquants. Donc c'est une composition relativement offensive et peut-être que Deschamps il veut pas être aussi audacieux que ça. Mais on a notre clé hier pour moi le 4-2-3-1 avec Griezmann en 9,5 2 donc il faudra sortir un milieu def, mais je trouve qu'N'Golo Kanté a pas été génial, je sais pas ce que t'en penses. Après il avait pas forcément les qualités pour ce exactement type de Kanté remplacé à la mi-temps. Mais en fait dans cet Euro, on a vu plusieurs schémas tactiques et les mêmes schémas tactiques ont marché sur certains matchs et n'ont pas marché sur d'autres. Donc on commence la compétition en 4-3-3. On fait purée ça marche pas parce que on a marqué le but quand on était passé en 4-2-3-1. Du coup le match d'après, je crois qu'on commence en 4-2-3-1. Ouais, ça marche pas du coup. On passe en 4-3-3 et c'est là qu'on marque. On fait c'est les 4-3-3 qu'il faut. Donc j'ai l'impression que la vérité d'un match n'est pas celle d'un autre et puis aussi c'est pas les forcément mêmes, quand c'est pas les mêmes joueurs. Et quand tu changes et aussi ça marche peut-être mieux à partir de la 70e minute quand l'équipe en face qui est plus faible physiquement commence à baisser de pied, à lever le pied plutôt. Enfin bref, mais Martial était titulaire contre l'Albanie, il me semble. Donc c'est ça la différence finalement avec la deuxième mi-temps. Est-ce que c'est vraiment une question... Surtout Pogba et Griezmann n'étaient pas là contre l'Albanie. Voilà, ça c'est aussi des. Ça aussi. Est-ce que c'est vraiment une question de système de jeu? Par contre Pogba, moi je pense que parce que Pogba en 6-8, assez bas face au jeu, il est trop fort. Comme il a gratté hier. Comme il se projette. Mais c'est pareil, il faut le faire jouer plus derrière. Plus bas, à mon avis, c'est.
Et Antoine Griezmann réaxé qui peut tourner autour d'un point de fixation, c'est trop fort. Payet sur une aile, moi je préfère en 10, je pense que vous aussi. Après il reste plus qu'une aile. Alors messieurs, c'est bon, on a trouvé c'est quoi l'équipe pour dimanche? Donc la défense, Mangala ou Umtiti? Sagna. Par contre, ça c'est une autre question encore, mais Sagna. Alors Sagna titulaire en défense. C'est la troisième option. Koscielny, Sagna, on a déjà joué ensemble à l'époque d'Arsenal. Il fera pas ça. Oui, alors là c'est. Mais toi vite la réponse, parce qu'à mon avis toute la semaine ils vont bosser à deux. Je pense que ça va fuiter. Mais c'est déjà une projection sur le match de dimanche, mais on peut s'y atteler à cette réflexion. Mangala, il est pas super en forme, d'après. Je pense qu'il a pris un coup derrière la tête. En fait, je pense que Mangala, il tenait la corde il y a 3 semaines. C'est lui qui aurait été. Mais je pense qu'il a effectivement, ce que j'ai cru entendre, c'est qu'il a pris un coup sur la carafe et que du coup, physiquement, il est pas bien. Et que peut-être que du coup, il a bossé. Peut-être qu'il a un peu traîné des pattes depuis 2-3 semaines et qu'il a pas bossé aussi bien qu'Umtiti, qui a dû arriver avec le couteau entre les dents et aucune pression. C'est quand même. Après, ce qu'il faut souligner, c'est que Rami, c'est déjà. Enfin, le joueur qui va jouer, ça va être du 4e choix. Du 4e choix, ouais, c'est ça. Parce qu'on a Varane, Sakho, Mathieu. C'était le 3e choix. Rami, c'était déjà le 4e choix. Donc là, ça sera le 5e choix. Par contre, la France qui prend pas beaucoup de buts. On prend que des buts sur coup de pied arrêté. C'est vrai. Bon, c'est des buts qui comptent après. C'est pas solide, on est d'accord. C'est le problème. Ouais, mais c'est pas des adversaires, c'est pas des super de façon assez malencontreuse, maladroite. Ils étaient pas réveillés. Ils ont fait le coup. Cette incapacité à commencer à chaque début de match, on a eu des grosses frayeurs pendant l'Euro. Et hier, ça a fait but. Et on en parlait hier, Fred. C'est vrai que le stress, la tension joue peut-être un rôle. Cette équipe de France qui veut vraiment à tout prix bien faire, trop bien faire cette équipe. Son public, faire plaisir aux Français dans un contexte un peu difficile qu'on connaît avec aussi Benzema, cette histoire-là. Est-ce que c'est crédible? Moi, c'est pas ça pour moi. Manque d'expérience, Pablo. Manque d'expérience. À part Patrice Evra qui a vraiment joué des grandes compétitions. Pour moi, il y a peut-être les deux. Que regarde l'Italie. L'Italie, par exemple, les Buffon, c'est quoi? C'est sa 5e phase finale de l'Euro. L'Italie n'est pas à domicile et part dans un autre statut d'outsider. Regarde le Portugal. Je pense Portugal qui arrive avec des garçons, Ricardo Carvalho, Pepe, Cristiano, qui ont l'habitude, qui se sont fait éliminer en 2008, 2012, tout ça. Là, si tu regardes, il n'y a pas grand monde qui a fait des phases finales. Des grandes campagnes, effectivement. Et moi, je pense que c'est un mélange des deux. C'est-à-dire, c'est vrai qu'on a un groupe assez inexpérimenté. Bon, ça va. C'est vrai que quand tu regardes, même par rapport à l'équipe de 2014, l'équipe a énormément changé au gré des événements, des blessures, des sextapes, etc. Même le 11 de départ, Le 11 de départ, clairement. Même le 11 de départ, ça a énormément changé. Il y a énormément de choses qui sont tombées sur cette équipe de France. Il y a aussi le contexte extérieur, qui, à mon avis, ils ont quand même, je pense qu'ils sont en mission, là, clairement, dans leur tête. Et je pense qu'ils tiennent à cœur de faire quelque chose. Ils ont envie de faire quelque chose sur cette Euro, de faire plaisir aux gens. Alors, est-ce que ça les dépasse? Je dirais oui ou non, parce que clairement, on les sent inhibés, on les sent quand même, ils rentrent sur le terrain, surtout sur les premiers matchs, ils ont un peu la peur au ventre. Après, c'est quand même une équipe qui a du caractère, parce que il y a certaines équipes, je pense, après le penalty de première minute, les premières actions irlandaises, ils auraient commencé à fouetter. Et eux, deuxième mi-temps, ils sont rentrés. Alors je sais pas ce qui s'est dit. Loin du 2-0, comme le disait Antoine, avec des occasions assez monumentales. Bon, on est passé pas loin du 1 partout plutôt aussi. Oui, et puis on n'est pas passé loin du 5-1. Ouais, après, juste pas pour. Moi, j'ai beaucoup aimé pour une fois la France, mais il y a quand même des joueurs qui jouent en Championship en face. Il n'y a pas de banc. Et forcément c'est compliqué, alors que nous, équipe de France, on a quasiment 20 joueurs de même qualité. Je crois qu'il y avait 4 ou 5 titulaires qui jouaient en Championship. Exactement. C'est-à-dire la D2 anglaise. Que toi, quand tu fais rentrer, il a fait rentrer un habitant qui sait comment du Bayern. C'est quand même Alors il y a notre ami Cédric qui réagit, qui m'a envoyé un long message pour un petit peu donner son avis. Alors fan de Paul Le Guen que nous saluons. Alors le chambrage commence, ça vous voyez ça entre vous après, Fred et Cédric. Mais lui il s'interroge sur Didier Deschamps et la formation peut-être de base et cette capacité ou pas qu'a Deschamps à innover ou pas innover en l'occurrence, puisque il compare un petit peu avec Love qui aurait su s'ajuster en sortant Evedes et Götze au profit. C'est incomparable. Je termine, Fred, merci de me laisser la parole jusqu'au bout. Donc contrairement à Love qui a su s'ajuster en sortant Evedes et Götze au profit de Kimmich et Gomez plus convaincant, Deschamps reste sur ses idées. En quart, il n'aura pas le choix, mais je pense qu'au lieu d'aligner Umtiti, auteur d'une bien meilleure saison, on aura droit à un Mangala parce qu'il joue le championnat anglais. Laisse-moi terminer jusqu'au bout. Merci Fred pour la deuxième fois. Donc je répète, d'allier Umtiti auteur d'une bien meilleure saison, on aura droit à un Mangala parce qu'il joue le championnat anglais et connaît un tout petit peu Koscielny. Voilà, 2 sélections ensemble. Ça c'est le point de vue de Cédric. Donc je vous laisse réagir. Moi je suis pas d'accord avec lui, c'est que Deschamps a beaucoup changé a beaucoup testé, beaucoup changé dans cette Euro. Même je trouve trop.
Deuxième match, il met Pogba, Griezmann sur le banc, il tente autre chose. Le match d'après, enfin à chaque match, on a eu des nouveautés. Donc dire qu'il là il revient quand même à un 4-3-3 de départ avec les mêmes hommes. Parce que on a dit ça marche pas. Il a testé les trucs qui marchaient pas, il les a changés à chaque match pour des choses qui marchaient pas forcément mieux. Mais il a testé des trucs. On a dit Pogba, il faut qu'il joue à gauche. Il a fait jouer Pogba à gauche, il a mis Matuidi à droite. On a vu que ça marchait pas. Moi j'aurais été d'accord avec lui s'il avait fait la même compo. Ça vous fait pas penser à France 98 où il y avait Thierry Henry qui démarre, après il joue plus, Bernard Diomède qui rentre dans l'équipe. Enfin, il y a pas mal de changements. Après France 98 et c'est là que je voulais venir justement au parallèle. C'est tout relatif. C'est qu'on me compare avec Joachim Löw. Joachim Löw, il a la même équipe depuis des années quasiment. Il fait ses touches, ses trucs. Il a eu 2 blessés quand même. Il a une nouveauté par exemple. Kimmich, il a eu une nouveauté. Mais il a eu 2 blessés, il a eu Reus et il y a eu Rudiger. Tu compares avec les blessés de français. Il n'y a pas eu de sextape. Il n'y a pas eu de sextape, il n'y a pas eu ce genre de choses. Donc, là, il fait avec ce qu'il peut déjà Deschamps. Le deuxième point, c'est comme tu as dit Antoine, donc il a énormément changé, il a testé des trucs, il a innové sur certains trucs. Après, il fait avec ce qu'il a. Voilà, on peut pas comparer avec Löw. C'est pas la même masse, c'est pas le même contexte. C'est par rapport à l'état d'esprit de changer ou pas changer, tirer les conclusions ou pas, ajuster son équipe ou pas. Il ajuste son équipe. Mais je comprends pas on a à chaque match, on a une équipe différente. Ouais, et je comprends pas les critiques de Cédric parce que tout le monde a souligné son changement. Là, tout le monde a dit justement que ça a été bien. Moi, je pense qu'il l'a pas fait intentionnellement, c'est-à-dire qu'il y a eu 1-0, il a été obligé de réagir. Ouais, il a réagi. C'était la seule manière, on va dire, de pas partir avec des regrets. On va dire. Comme il a fait, et comme le coup de mettre aussi, pour revenir le match en Albanie, le coup de mettre Pogba Griezmann, moi je pense que c'est une très bonne chose qu'il a fait. Je pense que c'est un coup très très intelligent. Le deuxième point qu'il soulevait, qui disait que ça serait Mangala, je suis sûr que ça sera pas Mangala. Moi je parie que ce sera Mangala. Ah bah voilà, on n'est pas d'accord autour de la table. Cédric et Antoine disent Mangala. Vous savez combien de sélections a Umtiti en équipe de France? 0. Voilà. Donc toi tu lances un mec qui a 0 sélection en quart de finale en France. C'est pour ça que moi je t'ai parlé d'une troisième voie. Alors là il y a la troisième voie, Sagna en défense. Et donc tu qu'est-ce que t'en penses? Et tu mets Jallet. Et Jallet alors à droite. Même question, tu lancerais Jallet? J'en pense que Jallet il y a quand même quelques sélections. Oui, non, je plaisante. Je pense qu'ils vont voir les 3 cette semaine parce que comme il dit Mangala il était vraiment pas dedans parce que mentalement il a pris un. Et a priori d'après ce qui se dit dans la presse, ce qui se lit, ce qui s'entend. A priori, même physiquement, Mangala, il est pas dans le coup. Donc, c'est plutôt Umtiti qui tiendra la corde. Mais je pense qu'il va quand même essayer cette semaine à l'entraînement parce que, comme il dit, se rassurer des sélections. Mais par contre, si c'est pas Mangala, il parle beaucoup de Sagna parce qu'apparemment, il y a déjà eu un Koscielny Sagna Arsenal. Bien sûr. Alors, j'écoutais Giroud hier soir sur Europe 1 en rentrant du match, avec ses analyses. Le match du 4-3-3. Des analyses hautes en couleur. Qui sortent un peu la naphtaline, mais bon, et il disait qu'il espérait qu'il y aurait des bonnes oppositions pour l'équipe de France à l'entraînement, autres que les U19 du PFC, et du coup, il disait ça serait peut-être bien que de casser un joueur. Non, mais il racontait que lui, avec la Géossia, il avait déjà fait des matchs secrets contre l'équipe de France comme ça, où vous avez interdit de tacler, et puis pour qu'il y ait une opposition un peu plus musclée pour Des matchs secrets entre Auxerre et l'équipe de France. Ouais, il dit qu'une fois, il allait, je sais plus quel sélectionneur l'avait appelé pour. Eux, ils avaient déjà repris et top secret, vous venez. Mais là, il y a plusieurs équipes qui ont joué l'équipe de France. Il y a des U19, et eux, c'est des mecs, c'était blackout total. Ils apprenaient ça le jour J. En fait, c'est pour travailler des mouvements. C'est ça, voilà. Et des relations. Il y avait les U19 de Bayonne notamment. Et redonner du rythme à tous ceux qui ne jouent pas. Mais je pense que Fred a raison. En fait, vous avez raison sur la logique, mais Mangala, pour moi, il est en dépression. Effectivement, il devait démarrer. Il se dit qu'il y a la blessure. Il est dans le groupe. On lui rappelle un mec comme ça qui était critiqué dans la presse et qui ne devait jamais arriver. Et ce mec démarre titulaire. Comment vous le prenez? Et pas mauvais en plus. Et après, finalement oui. Finalement oui. Mais je veux dire, t'imagines le coup que tu prends. Encore une fois, j'en sais rien. Je me fie à ce que j'entends, à ce que je lis. C'est pas bête. Par contre, Umtiti a 0 sélection. Je vois pas Deschamps faire ça non plus. Ouais, moi j'y crois pas. L'option Sagna. Effectivement, j'avais pas pensé à l'option Sagna. On verra. Donc j'allais à Jallet. Il y aurait aussi c'est Koscielny qui va décider. Il y aurait aussi l'option à 3 défenseurs, mais là c'est encore autre chose, c'est encore une autre théorie, la théorie la plus tirée par les cheveux. On n'a jamais joué. Vous pensez pas que c'est Koscielny qui va décider qui se sent le mieux? C'est peut-être oui. On n'a jamais vu un coach lancer un 3-5-2 sur un quart de finale sans l'avoir jamais testé. Ah, c'est compliqué. On a bien vu le coach autrichien lancer une défense à 3 sur le dernier match contre l'Islande, ce qui était complètement farfelu, mais là c'est vrai que Deschamps complètement farfelu, ils ont failli passer quand même. Alors je faisais un clin d'œil à Laurent Blanc. Ils ont failli passer, ils ont perdu contre l'Islande à la dernière minute.
Oui, mais ils ont perdu. Ouais, Donc non, voilà, ça n'a pas marché. ça n'a pas marché. C'est pas parce que ça marche pas que c'est complètement farfelu. De pas le tester avant, tu sors ça comme ça. Ouais, après c'est un coup de poker, oui, ça Non, mais peut ça passer, s'appelle un coup de les poker. joueurs, là, Tu prends un enfin, risque. on a déjà du mal à trouver un central, pourquoi en rajouter deux? Ouais, ce serait, voilà, c'est pour ça que je dis que ce serait l'option la plus tirée par les cheveux. Peut-être un mot aussi sur Giroud, Gignac. Alors Gignac qui est rentré en jeu à la 73e à la place d'Olivier Giroud. Giroud vous a-t-il plutôt satisfait hier dans son rôle d'attaquant, Pas de du pivot tout, mais efficace encore. Les deux buts, Ouais. dans le deuxième but, c'est totalement lui. Deuxième but, c'est lui. L'expulsion, c'est lui. Voilà. Non, Efficace. c'est Ouais, Griezmann qui se fait sécher. c'est Griezmann sur une Ouais. passe décisive Ouais. de Giroud. Non mais moi Giroud dans un rôle obscur, enfin c'est vrai qu'il pèse beaucoup en première mi-temps, c'est lui qui a joué le plus de duels aériens en équipe de France. Il en gagne je pense Par les trois contre, ça t'a quarts. pas surpris ça? Moi, j'aurais jamais mis des centres dans la boîte. Les Irlandais se régalaient. Pourtant, le Ouais, but, ouais. il est venu de là. C'est En plus, vrai. avec un centre de Sagna qui centre mal. Mais c'est sûr je comprends pas trop. Non mais dire quand ça va mal, c'est quand même sympa de pouvoir balancer devant en se disant que c'est pas complètement perdu quoi. Alors c'est pas un super Exactement. projet de jeu, mais pour les moments, je pense qu'il est quand même, à ma vie, il est indispensable. Il est indispensable, Ouais, donc tu. il est inamovible pour moi. Et Gignac, faut-il Ce qui me gêne juste Oui. par rapport à Mario Gomez qui fait ça, et je trouve que c'est un coup de génie de Joachim Löw parce que c'est le joueur qui manquait. Mario Gomez, il se déplace de manière comme des attaquants, comme des Inzaghi. T'as vu le premier but de hier. Là, Giroud, il est pas assez bon, je trouve. Dans ses déplacements, dans ses appels dans la surface, Ouais, c'est pas il le- pourrait nous proposer autre chose et avoir donc un rôle plus large, la remise, ce qu'il fait, tout ça, mais aussi un rôle de finisseur parce qu'il est quand même pas mal alimenté par les milieux. Et donc Gignac, c'est lui qui aurait pu tuer le match. Oui. Bon, d'abord il met une magnifique frappe sur l'angle, voilà, et puis après des gestes plus faciles, il les rate. Il y en a deux très grosses occasions. Donc donc pour moi, il reste en joker. Donc on reste sur du Giroud titulaire et du Gignac Et remplaçant. Gignac doit rentrer Paolo parce que Giroud ne peut pas tenir 90 minutes Oui. pour moi. Ouais, mais ou alors pourquoi pas faire rentrer d'accord. Martial en neuf à la fin? Pourquoi pas? Peut-être que moralement, peut-être que lui aussi il est atteint par sa mi-temps ratée. Mais qu'il y ait de l'espace. Voilà. Faudrait que la France joue un peu plus alors bas. là, hier il y avait de Et l'espace. hier, il y en avait. Donc il y avait, c'est vrai, il y avait ça du aurait été boulevard. un Voilà. bon choix. Alors ce qui peut être intéressant paradoxalement, on peut peut-être y avoir cette théorie, c'est que vu que l'équipe de France, elle se construit, elle est un petit peu, elle change un petit peu tout le temps ou pas, ou alors il y a une stabilité, on revient à l'équipe de départ, c'est insaisissable pour l'adversaire et peut-être que là aussi tactiquement ça laisse des options et ça laisse une incertitude, une difficulté pour le coach adverse d'analyser cette équipe de France et de la comprendre. On a par exemple un Oliver Kahn qui explique sur les télés allemandes qui comprend pas cette équipe de France, qui sait pas qu'est-ce qu'elle veut faire, comment elle veut jouer, etc. Donc c'est d'un côté un petit peu problématique de pas avoir cette identité claire de jeu quand tu abordes une phase finale comme ça, mais d'un autre côté ça peut offrir une espèce de visage à différentes à différentes possibilités, je ne sais pas, pour éventuellement surprendre et Il a clairement frapper. raison parce que quand tu vois l'Espagne-Italie, l'Italie est très italienne, l'Espagne très espagnole. Enfin, Là on sait exactement Voilà, comment ça va se passer. Même voir le match. voir le Portugal qui a pris un parti pris contre la Croatie, on en reparlera, bon, qui était défensif, mais parti pris quand même. Maintenant, j'en reviens à ce que Fred disait, il y a peu de vécu entre ces joueurs, il y a un Didier Deschamps qui a quand même beaucoup de solutions, c'est-à-dire que cette équipe de France, elle pourrait contrer, se projeter, mais elle peut aussi tenir le ballon. Donc c'est pas facile dans ce contexte-là, et avec ces jeunes joueurs, d'imprégner un vrai style, pour gagner. Tu vois, l'Allemagne, par exemple, en 2008-2010, ils savaient qu'ils gagneraient pas, mais ils sont partis avec un certain style. Et aujourd'hui, ils bénéficient des bienfaits de 2008-2010. Et c'est ça qui La risque France, il y a une pression quand même. de plomber l'équipe de France. C'est peut-être pour ça qu'ils gagneront pas l'équipe de France. Là, est-ce que quelqu'un la voit gagnante l'équipe de France Ah oui, après finalement, à la fin, elle peut gagner, elle gagne 3 matchs et ils sont champions d'Europe. Oui, Mais comme n'importe quelle équipe. Moi, je te dis peut-être parce qu'il y a quand même des coups d'éclat. C'est-à-dire, on peut être à 0-0 et tout d'un coup, Payet, Griezmann, il y a des trucs qu'il n'y avait pas avant. Il y a des coups d'éclat, il y a du talent et il y a des tripes. Il y a des Corones. Ouais, il y a des coronesses. C'est un vrai gardien. On le voit hier, Courtois qui tient la Belgique et Lloris aussi. Pour moi, Lloris c'est peut-être le meilleur Français depuis le début du tournoi. Hein. Ouais, on l'oublie un petit peu, le Lloris, on le cite jamais d'ailleurs, on n'en parle même pas, mais c'est vrai qu'il sauve l'équipe de France. Il a 3-4 parades peut-être depuis le début du tournoi, mais c'est décisif. En tout cas, ce côté imprévisible de l'équipe de France peut, à la fin, avec des coups d'éclat, comme dit Sergio, être bénéfique. C'est vrai que même c'est si c'est finalement pas la intéressant, meilleure équipe, Non, loin de mais là. on est d'accord. Il y a une autre chose, on est tous d'accord là-dessus, ouais. Et finalement, Ouais, finalement, il y a ça une- peut passer, ouais. Il y a une autre chose imprévisible que j'ai bien aimé hier, c'était les coups francs où il y a beaucoup de variétés qui étaient mises. C'est vrai. Parce que là, tu te dis coup franc, hop, c'est Payet. Non. Tout le monde se dit ça. Et ben, le dernier, il y a Payet, Griezmann, et tu te dis, et je suis le gauche, je me dis, mais bon, bah c'est Payet.
c'est Payet, ah non, c'est Griezmann. Et je vais tu sais appuyer pas. là-dessus. Et Payet, il y a un moment, il y a un coup franc 25 mètres, tu te dis il va la mettre direct. Non, il la centre. Exact. Et là, ça c'était super bien joué. Et maintenant, prochain match, dès qu'il y a un coup franc, les mecs ils vont dire attends, c'est pas toujours. Ah oui, Payet il marque, mais peut-être qu'il va la centrer. Donc tes goals, tu sais pas où ça va Et partir. Payet, t'as dernière aucune idée. minute, Ouais. n'importe quel Cristiano Ronaldo aurait pris sa chance. Lui, qu'est-ce qu'il a fait? Il a trouvé l'intervalle pour Griezmann qui croque. Là, j'ai trouvé qu'il était totalement dans l'attitude. Le mec, C'est malgré le fait qu'il a tiré toute la couverture pendant 3 matchs, il a l'état d'esprit collectif. Et là, Griezmann, c'est là où il a refait c'est le même duel que sur le but. Exactement. Il la remet et là, je pense le goal, il fait oh là, tu vas pas me la faire 2 fois, garçon. Et voilà. Et donc, Un Dimitri Payet qu'on ne voit moins, mais qui travaille toujours autant et qui est quand même décisif. Et Donc, c'est très intéressant. puis, la coup franc, il y a aussi Pogba qui peut les tirer. c'est vrai. Et c'est Payet qui ouvre sur le côté droit sur le premier but. Je crois qu'il il a la balle dans l'axe. Et C'est Payet. voilà. Où là aussi, il est dans l'axe à 25 mètres. Il aurait peut-être pu penser essayer de chercher une frappe. Et puis voilà, il ouvre sur Sagna. Et ce but vient justement, c'est marrant ce que tu dis, parce que ça allait très vite. Et le fait que ce soit allé vite, c'est pas que Sagna a eu plus de temps pour centrer, il avait toujours du temps, mais ça fait que le bloc n'était pas forcément en place. On voit un Griezmann qui est démarqué, et Sagna qui le trouve alors qu'il est démarqué. Alors que s'il était au marquage, vu le déficit de taille, c'était injouable. Donc justement, le fait d'avoir basculé vite, ça a permis aux Irlandais de pas être bien en place dans cette surface. Et concernant les coups de pied arrêtés, ce qui est intéressant, c'est qu'on a d'excellents joueurs de tête aussi. On a Koscielny qui peut marquer, on a Rami qui est un excellent joueur de tête, Griezmann qui a mis 2 buts de la tête, Griezmann, Giroud. qui est un sacré joueur de tête finalement, malgré sa petite taille. Après, c'est pas forcément une question de taille, c'est une question de timing. Et sinon, j'ajouterais aussi, on a pas mal de joueurs qui sont capables de frapper de loin aussi. Ça, c'est intéressant. On a sur les coups francs, on a du Pogba qui peut tirer les coups francs aussi. Ce qui est une nouveauté par rapport aux France 98 et les années Domenech. Les mecs, c'était Didier Deschamps. Mais c'est vrai que c'est ça aussi. Quand je lis les critiques sur l'équipe de France, j'ai revu le France-Irlande de 2009. Tu sais, la main de Henry. Ah, mais il est infâme ce match. Mais c'est un monde, quoi. Voilà, on se rend pas compte de quoi on est passé et qu'est-ce qu'on a maintenant. Alors, je dis pas qu'on a une équipe de France sublime. C'est loin d'être le cas, mais voilà, il n'y a pas tout qui a jeté. Il y a des enthousiaste, riche et varié. Enthousiaste, riche et courageuse. Alors Cédric nous écrit aussi par rapport au début de match à la première mi-temps, j'aimerais qu'on le souligne, la médiocrité du début de partie de la défense française, un Rami en dessous de tout, Sagna et Evra tout aussi apathiques, seul Koscielny a légèrement sauvé les meubles, même si ses lectures de balles aériennes ne m'ont pas paru du tout inspirées. Voilà, ça c'était le point de vue de Cédric en première mi-temps. Après, c'est pas que de leur faute. Apparemment, ils sont coupés en deux. Moi, j'ai pas tout vu, mais apparemment, coupés en deux au départ et moins soulagés par les milieux, alors qu'après, en replaçant Matuidi Pogba, d'après l'équipe, ça a bien plus soulagé. Ouais. Ça, la liaison entre les deux milieux. Et ça, j'étais pas au stade. En deuxième mi-temps, mais c'est clair que c'est deux équipes différentes, quoi, c'est assez incroyable que l'équipe de France est revenue transfigurée. Et l'attaquant de l'Irlande, pas trop mal, quand même. Franchement, au bout de 5 minutes, je savais qu'on se qualifiait, moi. En deuxième mi-temps, je parle. Alors souvent, là, c'est bon, c'est reparti. Le secteur du non, c'est Patrice Evra qui a pris la parole dans le vestiaire à la mi-temps. Alors j'allais parler un petit peu des latéraux, puisque souvent les latéraux sont décriés, Patrice Evra, Sagna, etc. Alors est-ce que ces deux latéraux ont été au niveau? Est-ce qu'ils vous paraissent là aussi fiables ces deux joueurs, Sagna et Evra? Sagna au niveau, il était au niveau pour moi. Evra toujours pas. Alors Evra, le reproche qu'on lui faisait, c'était d'être trop offensif en début de compétition. J'avais lu notamment, c'était qui là, je sais plus, un Courbis qui déteste Evra, qui disait que qu'il attaquait tout le temps. Et là, maintenant Evra, il est très peu monté, donc il attaque plus, mais il défend pas beaucoup mieux pour autant. Donc moi je suis titularisé Digne. Non, mais on n'a pas le choix. Franchement, c'est ça. C'est qu'on n'a pas le choix. C'est le joueur de base de Deschamps. On n'a pas le choix. Après, mais c'est. Après, il passe à côté. Tout le monde dit ça, mais je ressouligne l'attaquant d'Irlande, c'est l'attaquant de Southampton, non, titulaire. Hein. Alors il y avait Daryl Murphy, Shane Long, très bon joueur. Quand même, aussi. Ouais. Les joueurs de Championship, c'est pas les attaquants, et donc ils ont quand même joué pas du gros morceau, mais des joueurs intéressants. Et c'est ça aussi qu'on a, moi, un truc qui m'énerve aussi quand on critique l'équipe de France, on a tendance à penser qu'en face c'est des peintres. C'était pas l'Irlande du Nord. Hein. Voilà, c'était pas l'Irlande du Nord, je pense. Il a fait un bon match contre le Pays de Galles. Je pense que c'est un tout autre niveau que l'Irlande du Nord, l'Irlande, et c'est vrai que cette tendance à ne pas respecter l'adversaire, moi ça me. Personne ne respecte pas l'adversaire, mais après. Si, parce que quand je lis certains commentaires, j'ai quand même vu dans une émission de télé. Moi je suis très méfiant. J'ai quand même vu dans une émission de télé un débat. Où c'était plus question qu'on joue l'Irlande du Nord que l'Irlande. Le titre du débat, est-ce que la France est déjà en quart de finale? C'est de la provoque, c'est pour lancer le débat, c'est pas forcément sérieux. D'un autre côté, c'est qui quoi, non après,
Fred. D'un autre côté aussi, nous, la tendance, au début de l'Euro, c'était un peu de dire, ouais, attention, tous les pays sont bons, attention, la Hongrie, l'Islande, la Slovaquie, oh, attention. Et puis finalement, on se rend compte que des disparités de il niveau. y a quand même son meilleur que d'autres, hein, et que l'Allemagne, quand ils se mettent à jouer au ballon, c'est dans la durée. après, c'est- voilà, après, il y en a qui n'ont pas le temps, voilà, sur la durée. Au bout de- Mais c'est même pas une histoire de niveau d'équipe. Là, c'est des matchs de coupe. C'est quand même un match de Oui, coupe de mais France. sauf que Hier, voilà, hier, ce l'Irlande que du j'ai Nord, tu les prends, la France les prend, il y a 95% de chances de se qualifier. Effectivement, il existe le scénario où Rami Catastrophe. glisse sur la plaque de verglas et penalty derrière, ce qui a failli arriver hier. Mais c'était quand même probable. Il y a une classe d'écart quand même. Voilà. On est d'accord. Non, mais après qu'il y ait une case d'écart, d'accord, mais il faut les jouer les matchs. Exact, oui. Il faut les jouer. Il y a un Alors à ce adversaire. propos, il y a un adversaire qui va arriver, l'équipe d'Angleterre ou l'équipe d'Islande. Comme ça, vous préférez qui? Est-ce que l'Islande c'est pas vraiment l'équipe piège de cette compétition pour l'équipe de France et en général? Pour moi, ce sera l'Angleterre, comme le sélectionneur Joe Hart et le sélectionneur. Quand ça va exploser, on va marquer plein de buts. Et je pense que l'Islande, il n'y a pas beaucoup de turnover. En plus, il y a 4 ou 5 joueurs déjà sous la suspension. Donc s'ils prennent un jaune, les 4-5 joueurs peuvent sortir. Et sur le banc, je sais pas ce qui se passe. Donc encore une fois, vu qu'un euro, ça se joue sur un mois, bah, malheureusement, tous ces petits, ils nous ont fait plaisir en poule. Mais là, ça va être terminé. Ils nous ont fait plaisir aussi par leur public. C'est vrai que qui est super sympa. Mais là, moi, j'y crois pas une seconde à l'Islande en quart, pardon. Ils ont pas l'effectif. Je préférais jouer l'Islande en plus que jouer l'Angleterre pour la France, mais Alors, les chroniqueurs de vendredi ne sont pas d'accord avec vous. Il y a 3 chroniqueurs sur 4. Alors moi, j'étais le seul à avoir une victoire de l'Angleterre 2-0. Sinon, on pourra avoir leur pari. j'avais un 0-1 pour l'Islande, un partout. Michel qui disait un partout et au tir au but. Mathieu qui disait même 0-0 et victoire de l'Islande au tir au Et but. les autres paris qu'ils ont fait, nos chroniqueurs, pour voir s'ils avaient raison. Alors on va voir ça. Alors l'équipe de France, tout le monde a vu une victoire de la France, 1-0 souvent. Voilà, Gilles et Michel avaient pronostiqué 1-0. Moi 2-0 comme Mathieu. Voilà, donc là on avait raison. Sinon pour alors Suisse-Pologne, on était un petit peu tous dans le vrai, très serré, 0-1, 0-1, 0-1 pour la Pologne. Finalement, Michel avait raison puisque c'est lui qui a vu victoire de la Suisse. Cela dit au tir au but, il a vu les tirs au but mais pas la victoire de la Suisse. Pour le Croatie-Portugal, eh bien plutôt la Croatie, c'est plutôt la Croatie qui avait récolté les suffrages. 2 victoires de la Croatie, 3-2, une victoire du Portugal, Michel 2-1, et moi j'avais 10 tirs au but, voilà, pour les quelques pronostics. On peut peut-être parler des autres matchs, sinon tout le monde voyait une victoire du Pays de Galles, sauf moi, j'avais misé la grosse cote, victoire de l'Irlande du Nord sur contre. Ça aurait pu. un tir cadré dans le match. Sinon tout le monde voyait un match plus serré entre la Hongrie et la Belgique. Finalement personne n'a flairé le carton pour les Belges. On va peut-être en parler de ce match Voilà, aussi. et la Slovaquie, par contre, chapeau à Michel qui a trouvé le bon score. Allemagne-Slovaquie 3-0. Il avait clairement dit que l'Allemagne allait s'imposer facilement. Voilà pour les quelques pronos de vendredi. Donc on s'est plus ou moins planté, mais quand même on a eu plutôt le flair globalement. Voilà. Alors on peut peut-être évoquer les matchs Dans l'ordre. Dans l'ordre, allez, on peut faire ça dans l'ordre. On évoquera peut-être plus en profondeur demain, puisque demain et mercredi, il y aura pas de match, donc on aura l'occasion d'y revenir. Mais là, on va aussi en parler aujourd'hui. Suisse-Pologne. Alors moi, j'ai adoré Shaqiri indépendamment de son but. Je trouve que depuis le début de la compétition, il est dans le vrai. Donc il n'y avait pas de réussite pour lui, mais il avait l'état d'esprit dont je revendique souvent. Par contre, les Suisses lui sont tombés dessus. Enfin, j'ai lu dans la presse que il le décriait, que tous les problèmes de la Nati c'était à cause de lui. Et il a donné une belle réponse à tout le monde parce qu'il sort un but exceptionnel. Et j'ai adoré Fabianski aussi de l'autre côté. Vous avez vu ce qu'il faut lui mettre pour qu'il prenne un but, c'est polonais. Gardien remplaçant. Et c'est incroyable ce qu'il a fait. Il sort un coup franc, c'est ça, de Ricardo Fernandez. C'est l'arrêt du. Puis en fin de match, il sort aussi une tête. D'ailleurs aussi, il est pas mal. Donc ces Polonais, pour leur mettre un but, va falloir faire des choses très compliquées. Par contre, t'as vu physiquement à la 70e, il n'y avait plus de Pologne. Ils ont rembaissé de pied. C'est pour ça que le Portugal va passer. Ouais, c'est vrai que le Portugal a de bonnes chances contre cette Pologne. Ce qui va accréditer ma théorie. Alors la théorie de Fred qui est. Mais il y a du bon au Portugal, on en parle. France-Portugal en finale. Ah d'accord, ok. Je tanne depuis le début du tournoi. Le pronostic de Fred. Le Croatie
Portugal, vous attendiez à ça finalement? Oui, Fred a pronostiqué le bon scénario. Ouais, je m'attendais à un effondrement des Croates. C'est comme à chaque fois quand ils font un gros match. Effondrement, j'emploierais pas ce mot-là. Ils ont quand même fait. Oui, je prends ce mot-là parce que quand tu vois plusieurs grosses occasions avant que le Portugal marque miraculeusement. T'as Vida qui est sur le point de marquer, poteau, et derrière t'as but pour le Portugal. T'as 2 grosses occasions. C'est pas mal en prolongation. En fin de prolongation, t'as 2 grosses occasions dans tout le match. Tout sur coup de pied arrêté. Ils ont jamais réussi à trouver la clé. Sur 115 minutes, t'as 2 occasions à la 115e minute. Moi, j'appelle ça un effondrement. Je suis désolé quand tu viens de battre l'Espagne comme t'as battu en étant brillant au premier tour comme ça. C'est très décevant pour la Croatie. Alors après, effectivement, on s'y attendait un peu, notamment Fred. Mais c'est vrai qu'on aurait aimé voir. La Croatie, c'était une des rares équipes qui avait. Même le match où ils font 2-2 avec le coup de théâtre des fumigènes à la fin, mais jusque là, ils étaient impériaux, quoi. C'était. Et puis là derrière, ils battent l'Espagne sans Modric, donc on se dit attention, ça va barder. Il y en avait 2-3, il en manquait 2-3. Pour moi, c'est une défaillance mentale. Ah oui, complètement. Ils avaient le ballon, mais ils savaient pas quoi en faire, comment. Tactique aussi, parce que quand tu vois que Modric jouait limite libéraux, quoi. Voilà, parce que leur défense centrale s'est pas relancée. Après, je me demande s'il y avait pas un problème physique aussi avec Modric. Est-ce qu'il était remis à 100%? Sans doute. Il jouait très simple, c'était la plaque tournante, toutes les premières passes. Et t'as bien vu qu'à peine il montait un petit peu, c'était de nouveau le feu. Après, je tiens à souligner, parce que j'étais à Hongrie-Portugal, les Portugais à la 70e étaient cramés, mais vraiment main sur la hanche, bref. C'est un coup de génie de Fernando Santos, parce qu'il a sorti quand même José Fonte, Cédric Soares, Adrien Silva, Renato Sanchez qui arrive à la mi-temps. Il a sorti beaucoup de joueurs pour lancer des nouveaux. Il n'avait pas le choix, certes, parce qu'il n'y a eu que 2 jours. Il a changé 3 défenseurs sur carte. Et t'es passé de la Hongrie où c'était porte ouverte. Alors ce match c'était n'importe quoi, génial pour les supporters, mais il y avait de l'espace dans tous les sens. Des Portugais qui ont été fébriles bêtement parce qu'ils ont pris une frappe de loin magnifique, et après sur chaque frappe de loin c'est un petit peu le danger, à une rigueur. Enfin, t'as pas trouvé ce bloc portugais très compliqué à jouer. C'était pas génial, c'était même chiant pour les supporters, mais tactiquement, c'était très compliqué à jouer ce Portugais. Mais je suis super d'accord avec toi, et je veux même te dire pourquoi je les vois en finale, parce que c'est une équipe qui a souffert, et souvent les équipes qui souffrent, il y a une prise de conscience. T'as une prise de conscience, et tu passes miraculeusement, mais tu passes, et ça mentalement pour des matchs de coupe en plus, où c'est l'aspect mental, psychologique, je pense que c'est le plus important. Et puis il y a un peu de talent aussi. Et puis il y a quand même du talent. Il y a un Cristiano qui a défendu pour une fois. Alors, quand la Croatie s'est mis le cul par terre, et finalement c'est lui qui fait la différence. Sur le contre, le Cristiano est extraordinaire. Alors qu'il fait un match complètement utile. Il a défendu, mais il a défendu. Il n'a pas été génial. On est d'accord. Il a fait aucune différence. Après, c'est vrai que moi, ce qui m'a surpris sur ce match aussi, c'est le fait que ça soit très défensif, c'est une chose. T'avais énormément d'erreurs de passe, des mauvaises relances. Mais c'est Croates un peu bizarre, parce que quand ils ont été menés, comme il dit Paolo, il y a eu 2 grosses occasions. Dès qu'ils ont été menés, donc on sent qu'ils auraient pu mettre le feu bien plus tôt. Ils ont pas osé, ils ont pas pu. Ils ont commencé à la 115e, ils ont poussé à la 115e. Exactement. Et quand ils ont une occasion, ils sont prêts. Et tu sais, le costume de favori, il est pas facile à porter, je pense que. Ouais. Mais ils ont trop beau. Et c'est pour ça, encore une fois, que moi je tire mon chapeau à l'équipe défense et à Deschamps. Ouais. Parce que eux, ils ont le statut de favori. Et les Croates vont s'en mordre les doigts, parce que sortir en 8e, c'est quand même super tôt. Annoncer la Croatie en demi, voire en finale dans l'équipe le matin. D'abord, Schuker est complètement à la masse. Non, mais tu dis c'est bien, mais tu vois ce qui se passe ça sur des gros matchs comme ça. Il parlait aussi des problèmes de supporters. Il était un petit peu. Un mot sur la Belgique à présent, messieurs, qui atomise la Hongrie. Bon, la Hongrie qui a été valeureuse, mais un peu limitée là face au talent offensif de cette Belgique. La Belgique qui est dans la compète depuis le début. L'Italie, c'est l'Italie qui a gagné plus que la Belgique qui a perdu. C'était 2 grosses équipes. Nous, depuis le début, on le dit, que la Belgique sera là, que la Belgique, elle est intéressante, même s'il y a des défaillances tactiques de Wilmots, tout ça. Et Eden Hazard et René. Il y a un peu un profil à la portugaise, du coup, dans le parcours de souffrir quand même en poule. Oui. Et du coup, eux aussi, je pense que. C'est intéressant, c'est. Mais pour moi, ils ont pas souffert, parce que je le redis, l'Italie, Lukaku, ils ont moins souffert que le Portugal. Ils ont mis 3-0 contre l'Air, quand même. Ils ont quand même frôlé l'élimination parce qu'ils se prennent un but de Zlatan qui est totalement valable. Oui, ouais, c'est vrai. Il y a un débat qui est refusé complètement valable. Non, pour moi, ils marquent derrière s'ils le prennent. Il y a un tel potentiel. Après, on saura jamais. Ils peuvent marquer de partout. C'est incroyable. On saura jamais, mais si tu perds le match, tu sais que t'es éliminé et que tu peux être potentiellement mené à 1-0 à 20 minutes de la fin. Comme tu dis, ils ont énormément le potentiel de marquer derrière, mais
mentalement, est-ce que ça aurait suivi? Ça, c'est une chose. Après, oui, c'est une équipe qui a souffert. Oui, après, c'est une équipe qui a énormément de talent, qui est un prétendant pour moi. Et il y a une relation De Bruyne-Hazard, elle est exceptionnelle. Les deux jouent l'un pour l'autre. Maintenant, moi, je suis curieux de les voir contre le Pays de Galles, et je suis pas sûr qu'ils passent le Pays de Galles. Ah, alors là, c'est le pavé dans la mare de Fred. Le Pays de Galles qui s'est qualifié sur un but contre son camp nord-irlandais à 1-0 pour le Pays de Galles, qui a eu du mal face au bloc pour moi, c'était le match des Verts. le plus faible techniquement de ces huitièmes. D'accord. Mais par contre, l'Irlande du Nord, très faible techniquement, mais quelle cohérence. Leur plan de jeu, il était génial. Encore pire que... Ah oui. Je l'ai pas vu, mais encore pire que le écoute, il y avait des touches qui partaient, des transversales qui partaient en touche directement, mais les Irlandais du Nord, c'est normal, ils avaient que du jeu long, de la longue touche à proposer. Par contre, une cohérence. Ça jouait simple et bien, ouais. Ils faisaient avec leurs moyens, les Irlandais du Nord, et ils auraient très bien pu passer. Ah, ils ont failli passer. C'est vrai que ça tient à rien. La différence, c'est Gareth Bale qui te met un centre tendu, qui a pris ses responsabilités. Il a un bon coup franc aussi, mais j'ai trouvé ces Gallois apathiques et aussi faibles que les Irlandais du Nord. Attention, c'est que sur un match, peut-être qu'il y avait de la fatigue, comme tu dis là. Sur le quart, s'ils refont le plein au niveau des batteries, ça risque de faire mal pour les Belges. Mais en tout cas, les Gallois m'ont déçu là-dessus sur ce match. Et puis après, voilà, ce qu'il faut dire aussi, voilà, dans ce système de coups, chaque tour, t'as tout qui est remis à 0. Tu vois, la Belgique fait un super match. Rien ne dit qu'ils vont refaire un super match. Ils peuvent faire un match complètement pourri, par passer complètement à côté. La Belgique aurait tout intérêt à laisser le ballon aux Gallois et à contrer, parce que c'est là qu'ils sont trop forts. Par contre, s'ils commencent, comme tu dis, à faire de l'attaque placée, ils peuvent prendre des contres de Gareth Bale et tout ça. Maintenant, la Belgique avec Thibaut Courtois, pour moi, elle a pas pris de but dans cette compète. À part l'Italie, et encore, elle prend le premier but erreur de Siemens qui sort. Bref, derrière, ils jouent le contre. Ils reprennent un contre de l'Italie. Depuis, ils ont plus pris un but. T'as un Thibaut Courtois qui fait arrêt sur arrêt. Très très beau quand on entend. Défense belge qui monte en puissance sur le dernier match. Sans compagnie. Et Factor X, le gardien qui te fait quand même les arrêts. Hier à 1-0, il te sort 2-3 arrêts. Alors une équipe par contre qui monte clairement en puissance et qu'on voit mal s'arrêter comme ça, c'est l'Allemagne. Je voulais quand même souligner la qualité de la Hongrie, parce que je les ai cassés avant le tournoi quand même. Paolo avait dit que ça serait peut-être la surprise à la Grèce. Moi j'avais dit que c'était la pire équipe du tournoi, parce que je les avais vus jouer et je ne m'attendais absolument pas. Ils m'ont complètement bluffé, ces Hongrois. Voilà, en tout cas c'est la surprise du tournoi. Une des surprises. Tu vois, paradoxalement, ils ont perdu 4-0, mais pour moi, il n'y a rien de déshonorant dans cette défaite. Pertinence dans les 30 derniers mètres. À chaque fois qu'ils sont dans les 30 derniers mètres, ça se termine par une frappe ou un centre dangereux. Voilà, parce qu'à un moment donné, ils étaient quand même près du 1 partout. Le score est très sévère, faut dire que... Une belle parade à 1 partout, à 1-0. Ouais. Mais bon. Et pour moi, le score est très sévère, quoi. Pour moi... Ils ont perdu 4-0 contre le cours du jeu, comme on dit en district. Ils ont perdu 4-0, ouais, c'est... Bon, après, Kirali fait quelques arrêts, où il y a quelques maladresses aussi belges. Kirali fait quelques arrêts. C'est un bon match. Courtois fait quelques arrêts, c'est un très bon match. Je trouve que la Hongrie peut partir la tête haute. La différence, c'est Eden Hazard qui l'a fait. Deuxième, troisième but, c'est lui, donc c'est lui qui a offert la qualif. Et s'il remonte en puissance comme ça, ces Belges vont être quand même compliqués. Ça fait plaisir de le revoir, Eden Hazard. Alors si la Belgique a mis du temps un petit peu à asseoir sa victoire 2-0 qui vient dans les 20 dernières minutes, si je me trompe pas. Avec l'entrée en jeu des deux joueurs. Batshuayi et Ferrari. Il était temps de faire entrer Batshuayi. Bon, après il met un but de buteur que sans doute Lukaku aurait mis, quoique Lukaku aurait peut-être pas fait le même appel ou se serait retrouvé hors jeu. Donc il y a quand même beaucoup de... Enfin, tu vois que Fellaini rentre à la fin. Et pour moi, un garçon qui est en train de monter en puissance, c'est Nainggolan. Enfin, monte en puissance. Depuis qu'il est titulaire sur les deux matchs, il fait beaucoup de bien parce qu'il ratisse énormément. Et j'avais beaucoup aimé Dembélé contre l'Air. Malheureusement, il s'est blessé. Donc cette Belgique, comme tu dis, les défenseurs, c'est de mieux en mieux. Il y a de plus en plus de cohérence. Bon match de Alderweireld. Tu parles de l'Allemagne, il a raison, mais la Belgique aussi. C'est pas mal la Belgique. La Belgique qui pourrait... c'est peut-être l'année de la Belgique. Peut-être comme en 80 la finale. On leur souhaite. Alors on leur souhaite parce qu'on aime bien la Belgique. Vive la francophonie. Et à présent, nous commentons un petit peu l'Allemagne qui monte en puissance. Là, match facile pour eux. Ils se le sont rendus facile en quelque sorte puisque la Slovaquie n'a pas existé. 3-0. Est-ce que cette équipe d'Allemagne... Balle de but de la Slovaquie. Il y a eu cette balle de but, mais hormis cette balle de but, effectivement, il y a eu cette balle là qu'il faut souligner, mais quand même globalement sur la partie, c'est le 3-0 ou 3-1 que la Slovaquie a mis en match amical. Ah, peut-être. Et donc les Allemands, c'est pas qu'ils les connaissaient, ils se sont dit attention, il y a danger, on va prendre le match au sérieux. Et je pense que ils ont été tous au courant que la France a galéré, qui a été menée 1-0. Ça plus ça, j'ai trouvé une Allemagne très sérieuse qui a vraiment pris les choses en main. Après l'ouverture du score, elle est un peu chanceuse entre guillemets parce que Boateng c'est son premier but en sélection sur une reprise de volée de l'extérieur de la surface. C'est
je peux penser que s'il la met pas, c'est plus compliqué derrière. Par contre, c'est sûr que dès que l'Allemagne ouvre le score, elle est injouable. Clairement. Voilà, là, on est prévenu en tout cas, et équipe qui monte en puissance. Et quel coup de Mario Gomez, ouais. Mario Gomez, c'est pas le meilleur joueur du monde, mais c'est l'homme qu'il fallait dans cette section, un point d'appui pour ses ailiers. C'est pour ça que Draxler a existé. C'est pour ça qu'au match aller, il a pas, après match de poule, il a pas existé parce qu'il n'y avait pas la pointe. Donc Mario Gomez, c'est vraiment le joueur qui bonifie la Mannschaft cette année, clairement. Voilà, l'année de Mario Gomez peut-être pour l'Allemagne et pour la Nationalmannschaft. On a un peu tout commenté là. Je sais pas si vous avez quelque chose à rajouter sur les huitièmes de finale qui se sont joués. On va peut-être évoquer, ce qui reste quelques minutes, les matchs du jour avec dans quelques minutes à 18h Italie-Espagne. Il est excitant celui-là. Voilà, alors une équipe d'Italie qui va jouer dans son schéma traditionnel 3-5-2, l'Espagne en 4-3-3 avec les mêmes joueurs un petit peu. Je pense pas qu'on aura de surprise au niveau compo véritablement. Comment est-ce que vous sentez cette histoire? On en a déjà un peu parlé le vendredi. Alors les pronos, je vous donne les pronos des chroniqueurs de vendredi. Vous allez confirmer ou infirmer ces pronostics. Alors il y avait Gilles qui voyait une victoire de l'Espagne après prolongation 1-0, Michel qui voit une victoire de l'Espagne 2-0, Mathieu qui voit une victoire de l'Italie 2-1, et moi j'ai pronostiqué 1-0 après prolongation pour l'Italie. Voilà, alors faites vos jeux. Qu'est-ce que vous en pensez, messieurs? L'Italie. Ah, Fred qui penche pour les Italiens. Pourquoi, Fred? Fin de cycle pour les Espagnols. Après ça peut tourner. Difficile, ouais, ça peut tourner dans tous les sens. Je vois pas l'Italie marquée, Fred. Mais moi, je vois pas l'Espagne. Moi, la question que je me pose, la clé du match, ça sera la capacité de l'Espagne à réagir, parce que le talent, ils l'ont toujours. Après, c'est quand même la même génération, ils ont tout gagné, on avait vu à la dernière Coupe du Monde quand la manière dont ils se sont effondrés contre les Pays-Bas. Ouais, mais c'est l'autre équipe, c'est quelques joueurs en plus là. Moi je vois Iniesta, je vois le match très fermé, Iniesta tout d'un coup qui va trouver la passe dans ce bloc italien, et si l'Espagne ouvre le score, c'est terminé. Donc je vois ça comme ça, ouais. Ah, c'est vrai que qui peut marquer pour l'Italie? Il y a Insigne qui a fait une super rentrée contre l'Irlande, qui est peut-être ce joueur feu follet qui pourrait faire du bien, perdu contre la Croatie, c'est la pire chose qui pouvait se passer pour ce match. Et Antonio Conte dit la même chose. Malheureusement, les Espagnols viennent de perdre. Il va y avoir une remise en question et ils vont être durs à prendre maintenant. Après, ils peuvent. L'Italie peut gagner, peut se qualifier sans marquer. Hein. Ça c'est. Ah bah ça, c'est la spécialité maison. Voilà, effectivement. Mais après, moi je vois quand même. Pour moi, l'Espagne est favorite. Mais c'est vrai que mentalement, ils ont l'air moins costauds que. Bah, je pense que l'Italie va les avoir au mental. Contre la Croatie, ils étaient capables de se prendre les pieds dans le tapis. Quand il y a un grain de sable, ça peut, voilà. Mais sinon, s'il n'y a pas de coup du sort, je pense quand même qu'ils vont se qualifier. Physiquement, l'Espagne qui fait pas tourner au dernier match contre la Croatie, alors que Conte a fait tourner. Alors t'as raison et t'as tort, oui, mais l'Espagne elle a tellement le ballon que des fois ils courent pas. Il y a 20 minutes, ils courent pas, ils font juste des petites passes et ils peuvent jouer. Je pense qu'ils peuvent enchaîner tout le tournoi comme ça, comme ils avaient fait quand ils sont champions du monde, tout ça. Parce que quand t'as le ballon de cette manière, il n'y a pas énormément de courses à haute intensité. Par contre, ce que j'ai un peu peur, c'est que je disais les Croates, ils ont pris à pleine vitesse en Italie qui pourrait faire du Perisic. C'est-à-dire quelqu'un qui fixe et tout d'un coup lance un ailier qui à pleine vitesse arrive et termine. Dans cette équipe d'Italie, pour toi, il y a des profils comme ça qui peuvent leur faire mal en contre. Signé, Immobilier, mais il y a les ailiers, il y aura du Florenzi, ouais. Et d'autre côté, j'ai oublié l'autre, mais en tout cas, Chiarecini là ou non, Giaccherini qui devrait jouer il jouera peut-être du côté. Mais pour toi, est-ce qu'ils sont capables d'apporter de la vitesse comme moi, je les ai trouvés faibles offensivement, globalement, contre la Suède et contre l'Irlande. Contre l'Irlande, c'était les remplaçants. Après, moi, j'ai encore une fois la rentrée d'Insigne pourrait être déterminante parce qu'il a vraiment été très bon quand il est rentré je pense pas, non, puisqu'il rentre pas dans le schéma, mais voilà, peut-être s'il rentre à une demi-heure de la fin, il peut peut-être trouver le soupirail, etc. Et un Morata qui connaît parfaitement ces quatre défenseurs, vu que c'est un joueur de la Juve face au joueur de la Juve. Sinon après au vice, penalty, un accrochage, ça peut aller vite, c'est vrai que, mais ce sera sans doute pas un festival offensif côté italien. Ça, je pense qu'on est tous d'accord là-dessus. L'Italie aura un péno. L'Italie aura un péno, ça c'est le pronostic de Fred. Les Italiens face à Piqué et Ramos. Ok, alors je te fais un petit prono dans le prono. Ça va être intéressant de voir un petit peu le duel. Mais en fait, je vois pas ce niveau-là. On peut les embêter même s'ils sont pas super bien. Je trouve qu'il y a pas assez de talent devant pour qu'un Graziano Pelé ou je ne sais qui pèse sur eux. Tu vois ce que je veux dire? Par contre, t'as raison, hein, c'est clairement le point faible de l'Espagne. Mais malheureusement, il manquerait un Morata en Italie, par exemple, ce type d'individualité devant. Il y a Eder qui est pas trop mauvais depuis le début. Peut-être Eder qui Pelé, c'est vrai que c'est plus difficile. Et si l'Espagne ouvre le score, c'est terminé.
Ah ouais, là Je c'est. vois pas comment. Là, ce Ils sera. vont confisquer le ballon et ils vont Ouais. pas refaire les mêmes erreurs que contre la Croatie. Je sens une belle distribution de semelles de Thiago Motta aussi. Ah, Thiago Motta qui risque de pas jouer titulaire. Ouais, Et quand il va rentrer, quand il rentre, il prend son pied. pour foutre le Peut-être pour distribuer un petit peu la boîte. un petit peu de vis dans le jeu quoi. C'est Buffon qui dit ça, il dit Morata nous connaît par cœur, il sait quand il va aller du côté de Chiellini, il va prendre ses semelles. Ok, voilà, oui, effectivement, là il y a des joueurs qui se connaissent aussi dans le match, ça va être intéressant amusant. tactiquement. On va voir si techniquement et sur le plan du spectacle, il en ira de même. Autre match ce soir, Angleterre-Islande. Il y a une stat hallucinante. Oui. L'Angleterre, vous savez combien de matchs ils ont gagné à l'Euro dans les matchs couperés à élimination directe? Aucun. Aucun. Ouh, alors là, Jamais gagné. Et ils sont Incroyable. déjà qualifiés au tir au but. ça c'est de la stat. Hein. Ils sont qualifiés une fois au tir au but chez eux à l'Euro 96 contre l'Espagne. C'est la seule fois où ils ont gagné une séance de tir au but. Sinon, ils ont toujours perdu les matchs à élimination directe, soit perdus, soit éliminés au tir au but. Et le retour d'Harry Kane. Ouais. Sûr. Que faut-il en Lui qui penser? veut C'est une bonne titulariser. idée? Donc, ça va être Islande 0-0 au tir au but. Ah ouais, alors là, Fred qui, c'est une Je bonne. vais dans le sens de je sais plus quel chroniqueur. Alors il y avait, voyons voir, il y avait Mathieu qui a dit voilà 0-0 tir au but. J'ai peur physiquement pour les Islandais. Parce que cette équipe a peu tourné et l'Angleterre a quand même beaucoup tourné. C'est vrai que, Sterling, c'est vrai que physiquement, ils finissaient un peu les matchs sur les et rotules. tout d'un les coup, il Islandais. va faire entrer Sterling qui est pas génial, mais qui va peut-être avec sa vitesse percuter. Ils vont attraper un penalty. Par contre, c'est vrai que c'est un match équilibré, mais je pense que la marche est un peu haute pour les Islandais, malheureusement. Voilà, ça c'est les pronos des chroniqueurs. Est-ce qu'il y a des choses à rajouter puisqu'il est déjà 17h52 Ouais, j'ai une chose, on peut déborder de l'Euro. Alors on peut déborder de l'Euro, on a 3 minutes pour déborder. Messi, Agüero, Mascherano qui ont annoncé leur retraite à l'international suite à la défaite en finale de Copa América. On appelle ça Le- un rage kit dans les milieux Voilà. du jeu vidéo. Pourtant, il y a une Coupe du Monde dans 2 ans. Voilà, et le truc que je voudrais souligner, parce que personne ne le dit, accessoirement, le Chili a gagné la deuxième Copa América en 2 ans. Ah ouais, c'est Au tir au but, ce qui est quand même un exploit pour un pays qui n'avait jamais gagné la Copa América en 100 ans. Et l'équipe type de la Copa América, t'as 8 joueurs du Chili. Incroyable. Alors ce Chili qu'on avait vu à son avantage quand même en Coupe du Monde, éliminé par le Brésil, mais qui aurait pu clairement passer en quart de finale, eh bien confirme sur son Tu vois, des fois, continent l'Amérique du Sud. vaut mieux perdre en ayant le ballon et en montrant des choses que gagner à l'arrache. Le Brésil a gagné à l'arrache, après a pris 107 ans en demi. Aujourd'hui, le Brésil, ça fait 2 Copa América catastrophiques. Non Ouais, et ils sont en 5e au groupe en éliminatoire Alors que Coupe du Monde, le ils sont Chili, pas sûrs d'y aller. Hein. Va-t-on voir le Brésil en Coupe du Monde? Ça c'est aussi une question. Et qu'on est-ce peut que se poser. l'Argentine, c'est Dunga a démissionné. ces départs là en d'accord. Argentine, ça peut leur causer problème pour la qualif? Parce que c'est quand même 3 joueurs importants, notamment dans le vestiaire. Bah oui, ça peut leur poser problème. Non, j'y Sont crois, fidèles. j'y Ouais, je crois pense pas qu'ils une sont pas seconde. définitifs. Moi, j'y crois pas une Moi, je seconde. pense Qu'ils reviennent dans un an. Ouais, voilà, il a fait un Parce que- Zidane, Parce que- un an au frais parce qu'il a un ras-le-bol de prendre l'avion, voilà. Et puis dans un an, il revient. Dans un an, il va avoir une vision, il va faire un Ouais, rêve. c'est ça, j'ai il- vu la Coupe du Monde en rêve. il va et- voir. Je Non, reviens. c'est une apparition. il est- Apparemment, l'apparition, 4 pardon. finales perdues d'affilée pour Messi. Une Coupe du Monde et 3 Copa América. Ouais. C'est incroyable. Voilà, Messi qui La seule chose qu'il a gagné reviendra avec peut-être sur sa l'Argentine, c'est les décision. Jeux Olympiques. D'accord. Voilà messieurs, on va s'arrêter là pour ce soir 17h54, comme ça on file voir Italie-Espagne à demain, donc à 17h toujours sur RBS pour le Morito Football Club. À demain, ciao ciao. Ciao, ciao. Salut.